Bonjour à toutes et à tous, je suis Renaud Père, je suis président de la Foncière Solidaire du Grand Lyon et vice-président de la métropole de Lyon en charge de l'habitat, du logement social et de la politique de la ville. Je suis sincèrement désolé de ne pas être parmi vous aujourd'hui et un souci d'agenda a fait que je n'ai pas pu me rendre auprès de vous et j'espère me rattraper pour une édition prochaine. Alors qu'est-ce qui a amené la métropole de Lyon à se doter d'un OFS et devenu depuis Foncière Solidaire du Grand Lyon? Difficile pour moi de vous répondre comme ça puisque ça a été fait dans les derniers mois du dernier mandat et que la majorité depuis a changé. Mais je peux peut-être quand même formuler quelques hypothèses. Moi, ce qui m'a conduit à en faire une des lignes directrices de ma feuille de route sur la politique du logement, c'est que nous avons véritablement un problème de foncier. Le foncier est de plus en plus cher dans notre métropole et donc on est dans une zone extrêmement tendue et donc il faut trouver une nouvelle forme de propriété pour que les hommes, les femmes, les familles puissent trouver un logement et donc ça a été le véritable moteur et je pense que c'est ce qu'avait en tête notamment l'équipe précédente, c'est-à-dire impulser une nouvelle politique du foncier via notamment le bail réel solidaire. Et c'est pour ça que cette l'équipe précédente l'a mis en place de manière expérimentale, d'une certaine manière, avec un premier objectif assez limité de quelques centaines de logements, et que nous voulons passer à une nouvelle échelle. Cette échelle, c'est 1000 logements en BRS par an. Avant de parler de statut juridique, nous avons voulu donner une nouvelle identité. Organisme de foncier solidaire, que tout le monde appelait Office de foncier solidaire, du Grand Lyon, sans comprendre si c'était la métropole ou le territoire qui était concerné. Bref, on lui a donné une nouvelle identité. Désormais, l'organisme s'appelle la Foncière Solidaire du Grand Lyon. Quel est son statut? Aujourd'hui, c'est une association, mais nous travaillons à un changement de statut puisque nous voulons évoluer vers une SCIC et donc nous avons tout mis pour faire ce passage sur l'année 2022. Les partenaires, je pense bien sûr aux communes. Je suis très heureux que dès le début de l'aventure nous ait rejoint la commune de Villeurbanne, la commune de Lyon, mais que dans la foulée nous ont rejoint aussi la commune de Caluire, la commune d'Oulin et la commune de Dardilly. Vous voyez, c'est des communes qui n'ont pas la même couleur politique que la majorité métropolitaine, mais qui avancent avec nous et demain il y en aura beaucoup plus. Très clairement, la métropole c'est 59 communes, et bien les 59 sont potentiellement membres de la foncière solidaire du Grand Lyon. Alors vous savez, à Lyon, et dans le domaine du logement notamment, mais dans d'autres domaines du logement, la pluralité d'acteurs, c'est notre lot quotidien. Moi, je suis très heureux, je vous prends un autre exemple, d'être en dialogue avec une pluralité, par exemple, de bailleurs sociaux. Pluralité de bailleurs sociaux, c'est-à-dire que très clairement, nous avons certes nos offices publics de l'habitat, mais aussi beaucoup de bailleurs, et on travaille beaucoup d'ailleurs avec l'interbailleur. C'est un exemple parmi d'autres, et tout le monde doit y trouver sa part. De la même manière, évidemment, avec d'autres acteurs du logement privé. Donc, je ne suis pas choqué, loin de là même, qu'il y ait plusieurs organismes de foncier solidaire. D'abord parce que le premier organisme de foncier solidaire qui a été créé sur notre territoire, on le doit notamment à l'action de Ronson Habitat et c'est l'organisme qui s'appelle Orsol et qui a déjà mis en place un dispositif. On le regarde de près du côté de la Foncière Solidaire du Grand Lyon et puis surtout on veille à ce qu'il ait sa part dans la production de baux réels solidaires. À côté de cela, il y a les organismes de foncier solidaire des bailleurs et encore une fois, c'est très important. Reste qu'il faut des règles. Il faut des règles pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, je ne pense pas à Orsol, qui aura tout à fait de quoi faire, à la fois sur le territoire de la métropole de Lyon, mais pas seulement, dans les départements aussi environnants. Je pense notamment aux règles que nous proposons aux bailleurs, de réserver le rôle de leur organisme de foncier solidaire à la vente HLM via le BRS. Ça, c'est très important. C'est-à-dire de dire, bon, de manière générale, la production de BRS, c'est plutôt d'abord la Foncière Solidaire du Grand Lyon, Orsol, et
pour tout ce qui est vente du patrimoine HLM, qui ne doit pas être une vente sèche, permettez-moi l'expression, mais une vente BRS quand c'est possible, eh bien c'est à l'organisme de foncier solidaire du bailleur. C'est ça la règle qu'on a mis en place, elle est acceptée par toutes et tous, et je crois qu'elle nous permettra surtout d'atteindre un objectif très ambitieux, celui de produire 1000 logements en BRS par an à horizon 2026. C'est-à-dire qu'on change d'échelle. On passe à une échelle industrielle quasiment. Et si cette trajectoire est enclenchée, alors ce mandat, en tout cas je pourrais terminer ce mandat confiant. C'est-à-dire que la trajectoire sera donnée et qu'on commencera à avoir un effet structurel sur le prix du foncier. Nous avons voulu introduire dans les SMS la question du bail réel, l'enjeu du bail réel solidaire. C'est-à-dire faire comprendre aux communes notamment avec lesquelles nous travaillons sur le périmètre, sur la création de nouveaux SMS, les convaincre de l'utilité de ce produit, pas tout à fait comme les autres, et de cette propriété qui permet de produire du logement abordable. Ça n'a pas été facile, d'abord parce que le dispositif, vous le concéderez, même si vous êtes toutes et tous des spécialistes, le produit est complexe quand même. Il faut faire comprendre qu'on est sur une propriété qui certes fait sens aux yeux de nombreux pays européens, mais qui en France est complexe. Dissocier la propriété du foncier de la propriété du bâti, c'est pas simple. Donc il fallait déjà faire ce rôle de pédagogie, il n'est pas terminé. Mais c'était important. Mais il y avait surtout une deuxième réticence. Et celle-ci, il nous faudra la lever collectivement. C'est celle qui fait qu'on compte le BRS dans le taux SRU. Mais on le compte comme du PLS. Et bon nombre de communes, notamment de l'ouest de notre territoire, sont des communes carencées, pas forcément quantitativement d'ailleurs, mais qualitativement. Et leur crainte, c'est de dire, si on produit du BRS, dont on a besoin, donc c'est déjà la première étape, ça va aggraver notre carence et donc on va peut-être arrêter les dégâts. Donc là, c'est le dialogue que nous devons toutes et tous avoir avec l'État, mais je dirais que nous devons chacun avoir sur nos territoires avec l'État local. Et moi, je veille à ce que l'État local prenne bien en compte que toute commune qui produira du BRS ne peut pas être pénalisée pour l'avoir fait. C'est-à-dire qu'on le sorte quand c'est au profit de la commune du comptage des PLS. Mais ça, c'est un combat que nous devons avoir, comme nous devons avoir un combat sur la fiscalité des organismes de foncier solidaires. Mais je pense que ce combat autour de la comptabilisation notamment des BRS dans le taux SRU est nécessaire et il faut trouver une solution qui soit profitable aux communes. Vous avez raison de m'interroger sur le lien entre le BRS et la spéculation immobilière, parce que ça a été la première réaction qu'on a eue sur notre territoire de certaines communes, qui était de dire oui, bon, c'est bien d'agir, mais attention, est-ce que ils vont pas, notamment les promoteurs ne vont pas se récupérer sur le libre et donc faire flamber le libre puisque une partie est contrôlée par le BRS. Pourquoi pas? Tout est possible en matière de politique du logement et dès lors qu'on est dans un marché tendu, on voit bien que la tension sur un marché, ça se ressent à la fois sur les prix, sur la qualité, sur le volume, donc tout est possible. Néanmoins, il faut se poser une vraie question qui est de se dire qu'est-ce qu'on peut réguler et qu'est-ce qu'on ne peut pas réguler sur un marché comme le nôtre. Moi, le libre, je suis désolé, j'aurais beau faire tous les efforts pour essayer de le réguler, je ne pourrais pas m'engager à ce que dans 5 ans, un propriétaire qui a acquis un bien avec un prix qu'on aura veillé à contenir, ne le revende pas en faisant une véritable culbute et une véritable plus-value. Et ça, c'est une question finalement de temporalité. Il faut s'inscrire dans le temps long et savoir qu'une partie des biens, nous n'arriverons pas à les réguler. Alors on peut l'espérer, on peut espérer comme les adeptes d'un marché autorégulé le diraient, on peut espérer que l'offre et la demande se retrouvent. Et donc, si on a des prix du libre qui s'envolent et que demain, la demande n'est pas au rendez-vous, surtout lorsque les taux d'intérêt vont reprendre, eh bien que les vendeurs seront obligés de baisser leurs prix. Et ça, on peut croiser les doigts dans notre coin, mais la responsabilité politique, elle ne se situe pas là. Elle ne se situe pas là parce que nous n'avons pas, dans les faits, de levier durable pour agir. Par contre,
on a des leviers sur le logement social. Et notre objectif dans la métropole de Lyon, c'est de produire beaucoup plus massivement du logement social. On a des effets si on essaye de relancer la construction. On essaye de le faire avec toute la modestie qui doit accompagner un tel chantier sur la métropole de Lyon. Mais le bail réel solidaire, c'est bien aussi se projeter dans le temps. C'est dire finalement qu'on a là un moyen de contrôler durablement. Donc je ne céderai jamais à des arbitrages qui nous disent « Non, allez, essayez un tout petit peu d'augmenter le prix du BRS parce que comme ça, on arrive à baisser un peu le prix du libre. » Si on fait ça, dans 5 ans, le prix du libre, nous ne le contrôlerons pas. Il pourra s'emballer. Et entre-temps, on aura perdu peut-être quelques dizaines d'euros au mètre carré. Mais ce sera toujours au détriment des accédants. Et notamment des accédants sous conditions de ressources qui sont notre cible. Peut-être qu'il faut dire quand même quelle est la cible d'un bail réel solidaire dans une zone aussi tendue que la nôtre, dans la métropole de Lyon. C'est d'abord évidemment pour les locataires du parc social. Aujourd'hui, il y a 10 demandes pour une salle satisfaite dans le parc social de la métropole de Lyon. Donc vous comprendrez que c'est complètement enquisté, que la file d'attente est terrible, que le désespoir est au rendez-vous et qu'il faut trouver des pistes de sortie, il faut trouver des trajectoires résidentielles, si possible, contenues dans le temps. C'est pour ça que le bail réel solidaire est pour moi véritablement un des meilleurs dispositifs pour proposer à des habitants qui aujourd'hui ont un PLUS ou un PLS et qui veulent accéder à une propriété. Et donc on vise précisément à être plutôt à 2,5 fois moins cher que le prix du libre. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi se dire qu'on a un marché qui est très tendu et qui font que des jeunes, de 25 à 30 ans, ne peuvent plus aujourd'hui accéder à une forme de propriété. Et dépensent beaucoup dans des loyers qui sont très élevés, même si on a voté l'encadrement des loyers pour Lyon et Villeurbanne, mais qui sont très importants dans notre métropole. Et qu'il faut leur proposer une manière d'épargner pour que demain, ils puissent entrer dans le libre et demain, lorsqu'ils auront des revenus qui seront au rendez-vous, ils pourront aller accéder à une forme de propriété plus classique. C'est à eux que je pense aussi, en proposant certes un bail réel solidaire plus élevé que pour ceux qui sont aujourd'hui dans le logement social, mais qui puissent permettre, pendant 3, 4, 5 ans, 10 ans, pourquoi pas, lorsque les revenus ne sont pas encore très élevés, de pouvoir épargner. Ce sont ces jeunes de classe modeste, de classe moyenne, qui doivent retrouver la possibilité de devenir propriétaires dans notre métropole. Ça parle beaucoup à des maires de communes de l'ouest de notre métropole, celles et ceux qui comprennent qu'ils ont aujourd'hui des enfants de leur commune qui n'arrivent plus à accéder à la propriété sur leur territoire. Alors que leurs parents, il y a 30 ans, avaient pu acquérir une villa, les enfants, aujourd'hui, même s'ils veulent rester, s'ils veulent contribuer à la vitalité de la commune, sont obligés de partir à 20, 30 et parfois même 50 kilomètres tout en travaillant dans cette métropole. C'est la deuxième cible. Et on ne doit pas exclure une troisième cible, une cible stratégique du bail réel solidaire. C'est cette cible du très long terme. Cette cible qui nous dit que finalement, aujourd'hui, le bail réel solidaire, certes, intéresse de plus en plus une partie de plus en plus grande de notre territoire métropolitain, mais pas l'ensemble. Et pourtant, on sait que sur notre territoire métropolitain, il y aura demain des quartiers qui sont aujourd'hui des quartiers très populaires, peu prisés par les classes moyennes ou les classes moyennes supérieures, mais qui dans 20 ou 30 ans le seront. Eh bien, il est de notre devoir aujourd'hui, en 2021, de faire en sorte que nos successeurs, mon successeur par exemple à la politique du logement dans 20 ans, ne se trouve pas dans une situation que j'ai récupérée. C'est-à-dire cette situation où le prix du foncier est tel qu'on ne peut plus agir ou qu'on peut agir que difficilement. Eh bien, c'est un usage stratégique du BRS qui fera que demain, à Villeurbanne-Saint-Jean, aujourd'hui quartier très peu prisé, difficile, mais dont on sait qu'il a tout le potentiel pour devenir un quartier extrêmement attractif à 15 ou 20 ans, il faut faire aussi du BRS. Donc vous voyez 3 cibles. Les locataires du parc social, les primo-accédants qui n'ont pas le revenu pour accéder à la propriété plus classique, et puis l'usage stratégique qui permettent finalement d'engager sur un territoire comme la métropole de Lyon une politique foncière pour toutes et tous.